toujours en direct de Marseille, de la Savonnerie du Midi. J'ai le plaisir d'accueillir le président de la région Sud, Renaud Muselier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Au cœur de l'un des fleurons français de l'industrie. Et à vos côtés, Olivier Luanzi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Tout à l'heure, j'ai parlé de vous, je vous ai dit que vous étiez monsieur territoire d'industrie, en tout cas vous l'avez été. Ah, c'est gentil, puis c'est quelque chose qui me fait plaisir et dont je suis fier. Mais vous avez bien raison, parce que Territoire d'industrie est un très beau dispositif qui contribue à la réindustrialisation et qui avait été créé d'ailleurs avant la crise sanitaire. Peut-être la première question pour le président de la région Sud. On a beaucoup parlé d'industrie ce matin, ça a été finalement un fil rouge, même quand on a parlé d'alimentation ou de mobilité. Sur, on va dire, l'exemple que montre le Sud, on sait qu'il y a beaucoup de projets qui arrivent sur l'industrie décarbonée. On est ici à côté des anciens chaudrons de l'une des plus anciennes usines marseillaises de savon de Marseille. Le lien entre les deux, vous le voyez comment ? On a dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Sud, on a un gros tissu industriel très fort et très puissant que l'on ne maîtrise pas toujours en fait en termes d'image d'ailleurs, puisque en général on associe le Sud à la mer, les Calanques, et donc forcément aux vacances, parce qu'on a cette eau chantante et ce climat exceptionnel. Mais enfin, on a quand même de très très grosses boîtes, sachant que, bien sûr, c'est CMA CGM maintenant, on a Alstom, Airbus, Naval Group, et donc l'Occitane, maintenant Proman dans un autre registre. Donc on a de très très grosses boîtes qui sont de dimension française, nationale, européenne, bâties sur une histoire. C'est-à-dire des zones qui ont été fabriquées par nos aînés, comme par exemple la zone industrielle de Fos, le Grand Port Maritime, ou des choix stratégiques qui ont pu être faits sur Sophia Antipolis. Donc on bénéficie d'une population importante, avec 3 très grosses métropoles, que sont Toulon, Nice et Marseille, avec des zones industrielles spécialisées dans des techs bien particulières. Et donc on a essayé, nous, au niveau de la région, depuis que nous avons été élus, donc ça fait un peu plus d'une dizaine d'années, mis à niveau, d'une part, notre savoir-faire technique par rapport à l'Europe pour hériter des fonds européens, ou en tout cas en bénéficier, ou en tout cas se bagarrer pour en avoir. Et on est passé de 300 millions à 5 milliards d'euros. Et maintenant on vise les 10 milliards d'euros dans la mandature, donc ce sont des sommes qui sont extraordinairement conséquentes. On a remis à niveau avec les territoires notre capacité d'action. Quand on est à Marseille, on parle par exemple du Grand Port Maritime sur Fos, Istres, Salon, etc. Et donc on a remis à niveau notre dispositif et on a fait en sorte d'être éligible d'une part dans le cadre de l'économie qui dépend de la région à une stratégie qui est notre premier budget vert d'Europe, 100% vert. Donc il n'y a pas de développement et d'aide économique si on ne s'inscrit pas dans cette mécanique-là. Ce qui nous rend éligible après à des mécaniques comme France 2030. Donc on se sert sur ce qui a été fait en son temps, on s'est adapté, on a anticipé. Et aujourd'hui on est éligible à tout. Et c'est absolument indispensable parce que si, compte tenu du contexte politique et économique national, aujourd'hui on se met dans une situation où dans les arbitrages qui auront lieu, on est placé. Voilà, à nous de nous battre pour gagner par rapport aux autres, pour ceux qui ont du retard, parce qu'on a fait les appels d'offres, parce qu'on a fait la technicité administrative et juridique européenne, parce qu'on a le savoir-faire local, on a nos universités, on a donc un écosystème à plusieurs pans, que ce soit sur le tourisme, que ce soit sur l'aéronautique, que ce soit sur l'industriel, que ce soit sur l'énergie, qui nous permet de valoriser notre travail et d'être éligible sur les projets. Alors quand après vous me dites mais qu'est-ce que ça a à voir avec la savonnerie du Midi et la Corvette, ça a à voir qu'on a un tissu industriel qui existe avec un savoir-faire de renommée mondiale et que ici, si nous n'avions pas eu un chef d'entreprise brillant et qui a repris cette entreprise que nous avons nous-mêmes en partie pour les chaudrons, donner des moyens avec une vision de développement industriel, et le savoir-faire de cette entreprise aurait disparu et cette entreprise aurait disparu. Voilà, donc on lit l'histoire avec l'économie, avec un projet industriel et avec une aide de la région qui pilote les investissements économiques. Et là, on a la réindustrialisation sur le territoire dans une région, elle passe par un projet, un savoir-faire, une histoire, des compétences et aussi des moyens.
Alors Olivier Luanzi, ce que vient de dénoncer Renaud Muselier, est-ce qu'on peut le voir à l'image de la France? Est-ce qu'on est dans cette même dynamique? Alors une dynamique globale, c'est toujours difficile. Quand on regarde les chiffres, ils nous permettent pas d'être tout à fait complètement optimistes, puisque si on prend l'indicateur de l'industrie dans notre création de richesse, il reste encore assez plat. Par contre, ce qui est assez fantastique, c'est toutes ces initiatives. Je pense que les crises qu'on a traversées, que ce soit les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine, nous ont fait prendre conscience, je vais y arriver, de l'utilité d'un outil productif, même la nécessité d'un outil productif pour se décarboner, pour être souverain, pour réduire notre empreinte environnementale, pour la cohésion des territoires aussi. Et cette dynamique, moi, elle me semble être en route. L'exemple qu'il y avait tout à l'heure avec cette chef d'entreprise qui était à la place que j'occupe est juste fantastique, parce que c'est ces types de personnes qui vont donner envie aux jeunes de rejoindre le tissu industriel, de s'aventurer dans quelque chose qui a été longtemps dénigré comme secteur. Et un point important pour illustrer aussi le lieu dans lequel on est, dans la mission là, que je viens de terminer pour Bercy, on a essayé de voir d'où venait notre potentiel de réindustrialisation. Et le message, il est un peu rééquilibré, c'est-à-dire qu'on a tendance toujours à penser aux innovations de rupture. C'est important, les nouvelles filières, l'hydrogène, le digital, mais globalement, ça va faire un tiers de notre potentiel de réindustrialisation. Toutes ces PMI et ces ETI qui sont ancrés dans nos territoires, qui ont des projets, qui ont besoin, Monsieur le Président, d'être accompagnés, et je le souligne, pour pouvoir les développer, pour se lancer dans l'aventure, ça représente les 2 tiers de notre potentiel de réindustrialisation. C'est des bons emplois dans les territoires, à côté de l'endroit où les gens habitent, et il y a cette question de la mobilité en France. On aime bien avoir un cercle entre son domicile, ses habitudes, sa famille et son emploi, sa formation. Tout ça, c'est à notre portée. Peut-être ce que je vois en filigrane est peut-être un sujet qui vous rejoint, c'est aussi quand vous parlez des territoires, c'est une certaine décentralisation. Prendre des décisions à l'échelle d'un territoire avec les spécificités du territoire et peut-être aussi on va dire les atouts d'un territoire. Quand on reçoit Carbone, quand on fait venir une gigafactory, on n'aurait jamais pensé avoir une gigafactory dans cette région. On change finalement aussi l'image dont vous parliez, l'image d'Épinal d'une industrie ancienne. Moi, bien entendu, je suis un gros décentralisateur puisque je suis en conflit en permanence, en quelque sorte, avec l'État français, tout en reconnaissant le faire-valoir de l'État français et sa puissance. Donc ça peut paraître antinomique, mais moi je dis restez sur le régalien, c'est votre domaine de compétence, c'est votre savoir-faire, faites-le bien, déjà ce sera parfait. Puis il y a plein de choses qu'on est capable de faire, voilà, c'est pas parce qu'on est de Marseille avec un peu l'accent ou du Sud que forcément on n'a pas de cerveau, quoi, voilà. Et donc on se retrouve dans des situations où on a la capacité de mettre en avant dans une compétition, parce que quand vous parlez par exemple de Carbone n'était pas prévu au départ pour chez nous. On n'était même pas sur la carte. Voilà, on n'était même pas sur la carte, c'est-à-dire que on a vu, nous, Carbone chercher, et dans les propositions qui avaient été faites par l'État français, on n'était pas dans le territoire visé. Donc on a montré que non seulement on était volontaire, déterminé, qu'on a offert aux entrepreneurs et à l'État une réponse technique, humaine, savoir-faire, enfin tout le dossier dans sa globalité pour être éligible. Et c'est nous qui avons gagné. Alors qu'on n'était même pas dans le match. Ce qui veut dire qu'il y a une vraie compétition avec les autres présidents de région, qui ne dorment pas pour autant, mais qui proposent à notre pays des territoires pour trouver des solutions adaptées, qui apportent une rapidité technique là-dessus. Et donc, nous, on est très demandeurs de plus de décentralisation. La décentralisation, on ne l'aura pas. Voilà, on ne l'a pas eu quand il y avait une majorité qui était claire d'un côté ou de l'autre. Aujourd'hui, on a une majorité qui est complexe, je n'y crois pas une seule seconde. Par contre, ce qui est intéressant dans les propos du Premier ministre, c'est je veux plus de doublons. Eh bien, alors tant mieux. Je veux plus de doublons. Moi, je suis d'accord qu'il n'y ait plus de doublons. Expliquez-moi pourquoi on est en permanence bloqué par l'ADEME sur un certain nombre de dossiers. Pourquoi c'est eux qui mettent le tampon, mais c'est nous qui payons? Il y a peut-être un débat là-dessus. Et là, c'est un doublon où on pourrait trouver une solution. Un autre dossier très simple, et je serai à Matignon demain auprès du Premier ministre, et au nom des régions de France, avec Madame Delga qui est présidente, nous verrons pour proposer... Je vous donne un exemple, l'ancienne directe, la DREX. La DREX, oui. Ouais, la DREX. Mais pourquoi c'est pas nous qui l'avons, ça là? Après tout, nous on fait l'emploi, la formation. Mais pourquoi il y a l'État qui met un tampon, qui souvent manque de fonctionnaires pour donner le tampon en plus, qui nous bloque à cause du tampon? Et je respecte la parole de l'État, donc j'ai pas de problème moi. Je suis pas un antinational, j'aime mon pays, donc j'ai aucun souci là-dessus. Mais on parle de doublon, voilà, le prototype même d'un doublon qui coûte rien,
et qui dit ben, nous on s'en occupe. Vous avez tout le débat sur l'Europe. Sur l'Europe, vous avez des organismes d'État qui bloquent la simplification en réalité. Vous avez notamment pour le FSE. Le FSE, ce sont les fonds européens qui sont mis à disposition des régions, bon, mais qui passent par l'État. Bon, mais très bien. Pourquoi dans les autres régions d'Europe, ça va directement sur les régions? Eh bien, on saute un échelon. Et en plus, notre État, qui se veut, souvent, entre guillemets, protectionniste, aggrave la directive européenne en surchargeant dans le droit français. Et donc, pour exister, l'administration, qui celle-là en l'occurrence fait doublon, eh ben, nous met un tampon complémentaire qui nous complique la tâche. Voilà. Voilà. 3 petits exemples rapides qui font en sorte que je ne suis pas dans une décentralisation, je suis dans une accélération et dans une facilitation du travail pour ceux qui ont la compétence d'après la loi de l'économie. Alors là, laissez-nous travailler. Ça a été énormément évoqué ce matin, justement, de faciliter les démarches. Et je vous voyais réagir quand le président Muselier disait la DRED, ça devrait être chez nous. Oui, tout à fait. D'habitude, quand on a une table ronde, on aime bien avoir des points un peu de dissonance. Là, je ne peux que souligner ce que vient de dire le président. Plusieurs aspects. Je vais revenir sur l'industrie. Les grands pays ou les pays d'Europe occidentale qui ont gardé de l'industrie sont tous des pays très largement décentralisés. L'Italie, l'Allemagne et même la Suisse, qui est en dehors de l'Union européenne, et qu'on n'aille pas me dire que c'est des pays à bas coût. Donc il y a un lien factuel entre la capacité à faire un tissu productif et la décentralisation. Si on compare les régions françaises aux autres régions, notamment aux régions allemandes, on se rend compte qu'en fait les dotations dont vous héritez pour le développement économique, c'est complètement sous-dimensionné par rapport au potentiel que je venais d'évoquer. Que l'État français se réserve le droit de faire émerger une filière sur l'hydrogène ou l'ordinateur quantique, quelque part, c'est un peu légitime. Il y a une percée technologique, il faut s'appuyer, je dirais, sur l'ensemble de la recherche nationale. Mais pour développer toutes les ETI et les PMI qui sont dans nos territoires et qui demandent que à se développer, mais c'est le rôle des régions. Et aujourd'hui, si on prend l'ensemble des collectivités locales, régions et intercommunalités, elles ont après 6 à 7 milliards d'euros par an pour le développement économique, tout compris, hein, pas simplement pour l'industrie. L'État en a 10 fois plus. Donc on a décentralisé la responsabilité, le potentiel il est 2/3 entre les mains des régions et on leur a donné 10% des moyens. Il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer. Et puis je vais aller un peu plus loin. J'ai fait une tribune dans un quotidien un petit peu provocatrice en fin de semaine dernière qui disait « décentraliser pour simplifier ». Alors on a l'impression qu'on va décentraliser, on va multiplier les nombres d'acteurs, etc. La réalité aujourd'hui, et vous avez parlé de la simplification, c'est qu'on a une administration centrale qui, je dirais, s'est engoncée dans une culture d'hyper-contrôle, d'hyper-normatif. Ça fait 20 ans qu'on veut simplifier. J'avais participé à la mission Kasbarian il y a quelques années. On fait une loi pour simplifier, on fait 3 textes pour complexifier. On ne va pas aller très loin comme ça. Et il y a un moment donné, ça c'est ma culture grand groupe industriel, quand on veut changer la culture d'une organisation, on change son organisation. Et donc, on l'a fait basculer. Il y a des grands groupes français qui étaient organisés par métier, ils sont passés par marché. Et que la France, si elle veut changer sa culture administrative, et je crois qu'après 20 ans de tentatives vaines de simplification, on n'a pas d'autre choix. Il faut qu'on passe d'une structure administrative verticale, centralisée, à une structure administrative décentralisée. Et je ne mets même pas derrière un espèce de point de vue théorique, qu'est-ce qui serait mieux, qu'est-ce qui serait le plus efficace. C'est simplement, on a aujourd'hui une administration centrale qui s'est engoncée, comme toutes les organisations humaines. À un moment donné, elle se calcifie, elle n'arrive plus à se remettre en cause, elle s'immunise contre les progrès qu'on lui demande, et donc il faut en changer. Vous évoquiez tout à l'heure tous les deux les financements européens. Est-ce qu'il faudrait par exemple flécher l'épargne des Français davantage vers les territoires, une autre forme de décentralisation finalement, plutôt que d'aller vers le livret A? C'est une idée que défend M. Luanzi. Non, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. En fait, c'est une bonne idée. C'est souvent dans mon hémicycle, mon opposition qui est du Rassemblement national me dit mais nous on paye trop par rapport à l'Europe. L'Europe ne sert à rien, donc on ne veut pas. La réalité de l'Europe, c'est globalement, si je fais simple, en ce qui concerne la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans nos impôts que nous payons, qui partent à Paris et qui partent à l'Europe, grosso modo, nous ici, c'est 3 milliards d'euros, à peu près. Dans le retour sur la mécanique traditionnelle des fonds européens, c'est à peu près, dans le retour direct, sur les dossiers, s'ils sont à peu près montés convenablement, c'est 1 milliard d'euros. Donc on perd 2, en réalité. Sauf que si on se bagarre pour aller chercher le dossier. Quand moi j'en ramène 10,
et 5 la précédente. J'ai pris plus 2 en fait. Bon. Donc les choses sont globalement assez simples. L'Europe elle a sa stratégie en disant j'ai ma stratégie énergétique et dans la charge énergétique, par exemple, je fais les photovoltaïques. Très bien. Si vous arrivez avec un dossier qui dit mais moi je veux de l'éolien, je prends cet exemple qui n'a absolument rien à voir parce que de toute façon l'éolien est éligible aujourd'hui, mais c'est pour donner. Mais vous dites mais nous estimons que l'éolien n'est pas le bon dossier. Donc il faut venir avec le dossier dans leur politique et dans leur stratégie. Et dans leur politique et leur stratégie, par exemple sur le port de Marseille, on avait 0 € sur le grand port maritime quand même, 0 € pour le plus grand port ou un des plus grands ports français. Oui. Pendant que Hambourg ou Amsterdam récupéraient entre 70 et 90 millions d'euros par an. Bon, tout pour une raison très simple, on demandait des investissements, mais on a oublié de dire que c'était sur le corridor Espagne-Italie, que c'était sur le corridor nord-sud avec le bassin méditerranéen, que c'était un port de dimension mondiale et que dans ce port de dimension mondiale, sur l'arc du bassin méditerranéen, les investissements pouvaient permettre la parité. Et ben, on a pris 10 millions. Voilà, même dossier, même histoire, mais même pas port, même trafic. Mais pas c'est une question de façon. présentation du dossier. Et donc, peut-être que l'on donne beaucoup d'argent à l'Europe. Moi, je suis pour le partage des pays riches avec les pays qui le sont moins. Et que si on a la paix en Europe, que ce soit pour le Portugal, pour l'Espagne, pour l'Italie, qui sont venus à niveau, et qu'on a maintenant la guerre à nos frontières, qui est encore un autre problème, il est nécessaire d'avoir une solidarité collective. Mais dans cette solidarité collective, il y a une stratégie industrielle ou de renouvellement ou de réadaptation ou d'énergétique ou de ce que vous voulez dans l'université, dans les transports, dans la décarbonation qui sont faites au niveau européen. Là, vous êtes éligible à tous les dossiers. Hein. Il suffit d'aller s'y pencher hein, et de faire comme les Allemands, d'avoir une structure. Moi, j'ai 120 personnes à Marseille, j'en ai 10 à Bruxelles, qui vont piocher systématiquement dans tous les dossiers dans lesquels nous sommes éligibles. Mais à la sortie, c'est 10 milliards d'euros. Hein. Ouais. Et je ne compte pas dedans ITER, où il y a encore 2-3 milliards qui traînent. Donc, ce qui fait que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en tout cas, pour ceux qui payent l'impôt, on n'est quand même que la moitié, pour ceux qui payent l'impôt, ben, l'argent qui part à l'Europe, ben, il le récupère par 3. Pas mal. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Alors, il y avait une deuxième partie dans votre question qui était ça, c'est l'argent public. Oui. Et puis quand on veut faire des projets industriels, Français, encore une fois, moi je souligne que je pense qu'aujourd'hui, notre industrie, nos patrons de PMI, PME ont besoin de se sentir soutenus par la puissance publique pour faire leurs projets, ne serait-ce parce que c'est compliqué, parce qu'il y a plein d'obstacles, le foncier, les procédures, etc. Mais il faut aussi l'argent privé. Et là, on se rend compte qu'on en manque un peu. En fait, en France, quand moi j'écoute les chefs d'entreprise et qui veulent faire des investissements un peu importants, ils ont presque moins de problèmes avec l'argent public qu'avec l'argent privé, ce qui est un peu paradoxal. Surtout qu'on a 6 600 milliards d'euros d'épargne, nous, les Français. Et je ne parle pas de ce qu'on a en épargne sous forme immobilière, hein, un appartement, une maison, etc. Juste dans nos comptes financiers, dans notre épargne financière. Pour faire notre réindustrialisation pendant 10 ans, il faudrait 200 milliards d'euros, ça paraît énorme. En fait, c'est 3%. Si nous, les Français, on était capables de flécher seulement 3% de notre épargne en plus vers notre industrie, on referait notre réindustrialisation sans problème, on trouverait des financements pour ces chefs d'entreprise. Alors, on a un système tel qu'il est aujourd'hui. Pour le faire évoluer, ce que je proposais effectivement, c'est des initiatives régionales. Alors, c'est une proposition que je vous fais. Peut-être que ça existe déjà dans la région, je ne l'ai pas identifié, mais c'est possible, ça existe dans d'autres régions. Une initiative politique du Conseil régional, un fonds privé. Ne renouvelons pas des expériences qu'on avait faites il y a 20 ou 30 ans avec une gestion directe publique qui avait connu quelques difficultés. La capacité de collecter l'épargne des ménages du territoire, ça peut être une métropole, ça peut être une région, ça va rapporter 5%, ce n'est pas les meilleurs rendements, mais c'est mieux que le livret A. Et puis surtout, ça va donner de la fierté d'utiliser un peu de son épargne pour le développement de ce territoire. Voilà. Et je crois beaucoup à ce type d'initiative pour qu'on réussisse à sortir du système où on est aujourd'hui, où avec notre épargne, on finance le déficit de l'État et des produits, regardez dans vos sous-jacents de vos plans d'assurance vie, en général c'est des produits de finance internationale, c'est quand même dommage, juste un clin d'œil, les 200 milliards dont on a besoin pour notre réindustrialisation, c'est à peu près le même montant dont nous Français, nous possédons des bons du Trésor américain qui finance l'Inflation Reduction Act, cette machine à aspirer des projets industriels aux États-Unis. C'est à notre portée de faire cette petite bascule de 200 milliards. Alors, la proposition d'Olivier Luandi, elle vous plaît ? Elle me plaît beaucoup parce que, en fait, j'avais imaginé cette proposition un peu au gouvernement, l'ancien et le nouveau, en disant mais on a cette réserve de moyens financiers privés absolument, enfin individuels en fait, plus qu'encore privés. Un privé, ça donne l'impression que c'est l'entreprise.
Les entreprises ne sont pas très riches, elles ont leurs difficultés, etc. C'est vraiment la noisette à l'écureuil, quoi. Enfin, c'est casse d'épargne. Ces noisettes-là, elles sont réparties un peu partout, elles sont très, très, très importantes. D'autant plus que dans notre pays aujourd'hui, on a une inquiétude majeure, et donc quand on a une inquiétude majeure, on consomme moins, on met plutôt de côté. Comment on peut essayer de valoriser ces moyens financiers et de faire en sorte que dans un grand emprunt, dans une grosse organisation, enfin, peu importe la méthode, mais qu'il fasse en sorte qu'on réinjecte dans l'économie ces moyens financiers. J'avais pensé au niveau national, je n'avais pas pensé au niveau régional. Donc peut-être que je vais réfléchir tout de suite. Et là, j'ai mes équipes qui sont là. Je suis en train de me faire une proposition quand même maintenant. Parce que si on regarde, je crois que l'écureuil, c'est 1% aujourd'hui le taux de... Un tout petit peu plus que 1, mais c'est ça. Et à la banque aujourd'hui, vous êtes à 3. Hein, suivant les moyens que vous pourriez très bien faire un truc intermédiaire sans risque particulier à 2 pour faire quelque chose. C'est pas quelque chose d'inconcevable. Bon, voilà, on verra si l'idée germe jusqu'au bout. Merci de me l'avoir planté dans la tête. Parce que maintenant, à votre disposition. Peut-être une dernière question, ce qui a beaucoup été évoqué ce matin, et cette question est pour vous tous les deux. Il était question de foncier, et on sait combien c'est parfois difficile, ne serait-ce que d'implanter peut-être une nouvelle usine, mais aussi de pousser les murs de celles qui sont déjà existantes. On a parlé aussi d'IGP pour, par exemple, le savon de Marseille. C'était une idée qu'a évoquée Guillaume Fievé, de protéger aussi ce qui fait une spécificité d'un territoire. Vos regards à tous les deux sur peut-être des petites choses, ça peut sembler des petites choses, mais qui peuvent beaucoup aider pour assurer l'industrie, pour réassurer aussi. Allez-y. Moi, je crois dans la fierté territoriale. Quand j'essaye d'imprimer la région sud plutôt que la région PACA, ça a un sens, quoi. Dans le sud, le sud c'est plus vaste, mais ça me permet, entre les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône, de faire en sorte qu'ils puissent se parler. On n'est pas des Pacaïens, quoi, mais par contre on est des sudistes. Voilà, donc on peut se référer par rapport à ça. Je crois dans l'appartenance à quelque chose. Ici, on est savonnerie du Midi, on est les savons de Marseille, on le décline. C'est une marque, on est fiers d'une marque dont on peut promouvoir soit la marque, soit le territoire. Et donc, je pense fondamentalement, pour nos rosés, ou par exemple pour les blancs de cassis, chacun peut avoir cette spécificité. En plus, on est très bon. C'est-à-dire qu'on a de très bons produits. Donc, nos très bons produits, il faut leur donner un label, une protection, une fierté de marque qui leur permet de se bagarrer là-dessus et qui donne aussi une facilité pour nous, décideurs politiques, de venir aider en disant je défends l'AOP Provence. Absolument. Pour les vins. J'en fais la promotion parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le rosé a du mal à l'international et qu'il faut trouver des solutions à côté. Et donc, je crois, moi, dans les forces communes et collectives autour d'une marque, d'un étendard et d'une volonté commune. Donc oui, je suis très favorable à ça. Olivier Luanzi. Oui, et puis n'oublions jamais, on ne produit pas pour produire, on produit pour vendre. Donc il faut bien trouver ses clients, etc. Monsieur le Président, vous avez évoqué les consommateurs. Moi, il y a un autre volet que j'aimerais évoquer, c'est notre commande publique. Parce que là aussi, on a été tellement vertueux à appliquer des textes européens de non-préférence nationale que notre commande publique est moins patriotique que nous, Français. On achète en proportion plus de biens made in France que la commande publique n'achète de biens made in France. C'est quand même un peu paradoxal. Et si on s'alignait sur les pratiques allemandes, encore une fois, il n'y a pas besoin de changer les directives européennes, on ne va pas faire une révolution à Bruxelles, il suffit juste d'appliquer intelligemment les textes qui nous sont proposés. On pourrait faire 15 milliards d'euros de plus de made in France par la commande publique. Alors 15 milliards d'euros, c'est un gros chiffre. C'est un quart de notre déficit commercial. C'est-à-dire ce seul levier-là nous permettrait de baisser d'un quart de notre déficit commercial en biens. C'est un vrai levier qu'on n'a pas utilisé. Et puis sur le foncier, bien entendu, là-dessus, je dis toujours, la France est l'un des pays les moins denses d'Europe. On peut appliquer le principe du zéro artificialisation nette, de la protection de la biodiversité, tout en se réindustrialisant. Mais encore une fois, les règles qu'on a pour le faire, qui sont aveugles à la diversité des territoires, qui ne prennent pas en compte l'histoire d'un territoire plus industriel qui a déjà consommé toutes ses friches ou qui en a plein, fait qu'aujourd'hui on s'est complètement cadenassé et il y a plein de projets qui ne trouvent pas un terrain pour se faire, que ce soit pour agrandir une usine ou un nouveau site, alors qu'encore une fois, on est le pays le moins dense d'Europe. Donc on a a priori du foncier disponible et on sait faire notre réindustrialisation en respectant la biodiversité, ce qui est encore une fois,
à mon avis, indispensable, parce que si on dit qu'on réindustrialise pour écraser toute la biodiversité, on perd un tiers, un quart ou la moitié des Français qui ne nous suivront pas et on ne fera jamais notre réindustrialisation. Je crois que vous vouliez réagir. Oui, juste sur les appels d'offres, j'ai veillé, moi, la région, en respectant les normes européennes et la loi française. Et nous, mais c'est une question de présentation, hein, plutôt que de facilité technique. Il a fallu y travailler. Enfin, nous, 80%, c'est dans la région, hein, c'est même pas français. Donc c'est ouvert aux Français et aux Européens, mais 80%, c'est la région qui gagne. En général, les collectivités locales sont assez vertueuses. C'est aussi une vertu de la décentralisation. Vous êtes redevable vis-à-vis des gens que vous croisez dans la rue, des chefs d'entreprise que vous visitez. Et donc, dans vos achats publics, vous êtes attentif à bien valoriser leur savoir-faire. C'est normal. Il a tout bien dit. Il faut respecter la loi, toujours. Elle est parfois complexe, mais il faut la travailler un peu. Et en la travaillant, on trouve toujours une petite jurisprudence qui fait en sorte que, pour nous, en tout cas sur les commandes publiques, 80% sont de la région. Voilà, paf. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux pour cet éclairage. Et merci à vous. Merci. Et voilà. Ben oui, tu peux venir. Je vous demande... Oui, j'ai autorisé au président de la tribune et au directeur général de CMA Média, en charge du pôle presse, de venir nous rejoindre pour le mot de la fin. Très bien, merci Laurence. J'espère que vous avez passé une excellente matinée ici dans cette formidable entreprise. Moi, je voudrais vous remercier tout d'abord, Monsieur le Président, car nous avons lancé cette tournée Génération Transformation, Transformons la France. C'était il y a un peu plus d'un an. C'était en région Auvergne-Rhône-Alpes lors du dernier congrès de région à Vichy. Et l'initiative de la tribune, c'était de dire, bon, c'est bien de raconter l'information économique depuis les plateaux télé, mais c'est encore mieux quand nos journalistes sont dans la proximité, vont au cœur des entreprises. Et c'est tout l'engagement, en tous les cas, de la rédaction de la tribune. Et je tiens à remercier Laurence Bottero et Raphaël Duchemin, parce que ça aussi, ça donne du sens à la mission d'information, c'est être au plus près de nos lecteurs, au plus près des acteurs de l'économie. Et bien entendu, il était normal, Président, que je vienne dans cette étape ici en région sud, puisque nous allons poursuivre cette tournée dans d'autres régions amicales de celle de la région sud. Le 13 novembre, nous serons en Occitanie, à Montpellier, et nous serons à Lyon le 26 novembre, à Lyon, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez été nombreux à nous suivre sur les plateformes de la tribune. Il y a celles et ceux qui avaient la chance, en tous les cas, d'être ici. Je tenais à remercier ici l'entrepreneur, car sans lui, on ne serait pas là. Guillaume Fievé, merci en tous les cas de votre accueil et de l'accueil, bien sûr, de toutes vos collaboratrices et vos collaborateurs. Nous, ça nous fait plaisir justement d'être dans la vraie économie, Monsieur le Président. Et ici, on est dans la vraie économie, de voir à la fois ce patrimoine que vous préservez et en même temps d'investir autant sur l'innovation pour pouvoir, comme vous l'avez dit, développer cette marque si connue, les savons de Marseille, avec la savonnerie du Midi et votre produit phare, la Corvette. Remercier aussi nos partenaires, car sans eux, on a constitué avec nous une équipe de France pour pouvoir faire cette tournée. Je remercie bien sûr BPI France, Total Energy qui est représenté par Jean-Michel Diaz, Business France et puis Transdev représenté par Antoine Séguier. Merci à vous. Il vaut mieux aussi être dans la mobilité quand on veut découvrir nos grandes entreprises du territoire. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Encore merci à tous. Célébrer, j'ai compris qu'il y a un 130e anniversaire pour cette entreprise. Donc je vous souhaite un joyeux anniversaire et nous espérons, avec vous tous et avec le président Muselier, être là encore pour les 130 prochaines années. Merci à vous tous. Un clin d'œil à nos confrères de la Tribune dimanche, une nouvelle aventure en kiosque demain et en ligne. Vous y retrouverez toute l'actualité, l'air du temps avec de nombreuses signatures. Vous découvrez la une demain matin avec ce titre « La guerre qui sidère » en référence à la situation ce soir entre Israël et le Hamas. Avant de refermer cette édition, on tenait à saluer l'arrivée d'un nouveau journal du week-end, La Tribune dimanche, dont vous trouverez le premier numéro dans vos kiosques demain matin. Un nouveau titre de presse écrite, c'est toujours une très bonne nouvelle pour l'information et la pluralité des opinions.